Le 22 juillet 2007, une fillette de 3 ans est admise en urgence à l'hôpital de Rotorua, inconsciente, le souffle à peine perceptible. Sa mère explique qu'elle est tombée des épaules de son compagnon. Mais dès les premières minutes, les médecins comprennent que cette version ne tient pas, car sur le petit corps de Nia Glacy, ils découvrent une série de blessures terrifiantes. Une hémorragie cérébrale, un abdomen écrasé, des brûlures au crâne, aux pieds et des ecchymoses absolument partout. Et ça ne peut pas venir d'un accident. C'est le résultat d'un supplice, un calvaire de plusieurs semaines. Aujourd'hui sur Dark Stories, je vous emmène avec moi dans une histoire absolument affreuse. Ce jour-là et malgré elle, la Nouvelle-Zélande a découvert avec effroi jusqu'où peut aller la cruauté humaine. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous parler d'un point important. En Nouvelle-Zélande, quand une affaire implique des actes de violence, même sur un adulte, les tribunaux imposent souvent des restrictions particulièrement strictes. Les détails les plus violents sont généralement censurés pour protéger les familles ou éviter le sensationnalisme. Mais pour cette histoire, rien de tout ça n'a été caché. Parce que l'ampleur des violences, l'âge de la victime, l'indignation nationale ont été telles que l'affaire est devenue un électrochoc et presque l'opinion publique a demandé des comptes. Et c'est aussi une manière de vous avertir que cette vidéo est particulièrement difficile. Si vous ne le savez pas, la Nouvelle-Zélande, bien que ce soit un pays magnifique, je vais pas vous dire le contraire, c'est la 4e fois que j'y vais, je suis amoureuse de ce pays, il y a des paysages à couper le souffle, mais malheureusement, c'est aussi un pays où les chiffres de violence sur mineurs sont parmi les plus alarmants du monde occidental. Un enfant meurt toutes les 5 semaines des suites de violences. Et si on regarde l'ensemble des signalements, c'est près de 80 000 cas qui sont recensés chaque année. Les enfants maoris sont malheureusement les plus touchés. Ils représentent plus de 60% des enfants retirés de leur foyer, alors qu'ils ne représentent qu'environ 30% des enfants du pays. Cette surreprésentation s'explique par un enchaînement de facteurs. D'abord, l'héritage de la colonisation. À partir du 19e siècle, les Maoris ont été dépossédés de leurs terres, marginalisés dans leur propre pays et souvent séparés de leur famille. Une rupture brutale avec leurs repères culturels qui a laissé des cicatrices profondes qui se transmettent encore aujourd'hui. Un peu comme en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, au passage. Ensuite, il y a la précarité. Les communautés maoris sont surreprésentées dans les statistiques de pauvreté, de chômage, d'addiction ou de violence conjugale. Autant de facteurs de risque pour les enfants. Enfin, il y a la méfiance envers les institutions. Pendant des décennies, des enfants maoris ont été retirés de leur famille sans raison valable, juste parce que leur foyer était jugé trop instable, pauvre ou non conforme aux normes. Il fallait les élever à la façon des Pākehā, donc des blancs néo-zélandais. Et ce traumatisme collectif continue de peser lourd aujourd'hui. Il a créé une sorte de fracture profonde entre les communautés maoris et les institutions censées les protéger. Dans certaines familles, donc, demander de l'aide aux services sociaux, c'est encore vécu comme une menace. Il y a une peur viscérale que l'histoire se répète et qu'on vienne une fois de plus retirer les enfants. Et ce climat de méfiance, combiné à la précarité, à l'isolement et à l'absence de soutien, a parfois des conséquences tragiques. Et dans certains foyers, la violence est devenue un mode d'expression normal parce que les parents eux-mêmes ont grandi dans la violence, ils n'ont pas connu autre chose et n'ont jamais eu accès à d'autres modèles éducatifs. Attention, on n'excuse pas, on ne généralise pas, on ne stigmatise surtout pas. Bien sûr que la violence sur les enfants existe dans toutes les cultures, à tous les niveaux de la société. Mais je trouvais intéressant de se replonger un peu dans l'histoire pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Nous sommes donc aujourd'hui à Rotorua, une ville d'à peu près 74 000 habitants. C'est l'un des lieux les plus visités de Nouvelle-Zélande. Nous sommes à environ 3 heures de route d'Auckland. Et Rotorua se trouve sur une zone géothermique active, donc ici, des geysers jaillissent du sol, des fumerolles s'échappent des rochers. En dehors de sa géologie incroyable, Rotorua, c'est aussi un haut lieu de la culture maori,
Des milliers de touristes viennent chaque année pour profiter des bains bouillants et visiter les villages traditionnels. Mais derrière les brochures touristiques, Rotorua cache une autre réalité. La ville est classée parmi les plus pauvres du pays, le taux de chômage y est élevé, les logements sont parfois insalubres et les tensions sociales sont bien réelles, notamment dans certains quartiers comme celui de Kautu, là où on se trouve maintenant. C'est d'ailleurs dans cette maison, donc juste derrière moi, que s'est déroulée notre histoire. Et ici, que vivait la petite Nia Glacier, 3 ans, et ses sœurs Esther, 8 ans, et Jessie, 10 ans. Avant de poursuivre, on retourne à la maison et à l'hôtel bien au chaud. Sa mère, Lisa Kuba, 34 ans à l'époque, s'est installée là après avoir obtenu un logement social. Et elle n'est pas venue seule. Elle est en couple avec Wiremu Curtis, un adolescent de 17 ans. Oui, 17 ans, donc encore mineur. Le frère aîné de Wiremu, donc Michael Curtis, et avec lui sa copine Oriwa Kemp. Oriwa, elle a 16 ans au moment des faits, mais elle est déjà maman. Elle a quitté sa famille quand elle avait 12 ans pour vivre avec son petit ami, donc Michael Curtis. À 13 ans, elle est déjà accro à la méthamphétamine et elle est régulièrement victime de violences domestiques de la part de son compagnon. Mais la jeune femme ne part pas, elle est toute jeune, elle est clairement toxicomane et elle n'a nulle part où aller. Michael, à ce moment-là, c'est son bourreau, mais aussi son seul repère. Elle donne naissance à l'âge de 14 ans à son premier enfant, Talia, qui vit avec eux. Sa mère décède 1 an plus tard, un événement très compliqué pour Oriwa qui s'enfonce un peu plus dans l'enfer de la drogue et qui la pousse à rester auprès de Michael, finalement, qui devient malgré lui sa seule famille. Mais il y a aussi Michael Pearson. Attention, il y a 2 Michael, donc il y a aussi Michael Pearson, on ne sait pas vraiment qui c'est celui-là, si c'est un cousin, un pote, certaines sources disent que c'est un ami proche, d'autres que c'est un cousin germain, bref. En tout cas, il squatte la maison, probablement attiré par l'oisiveté ambiante, la drogue et l'absence totale, clairement, d'autorité. Il a 22 ans au moment des faits, donc il est nettement plus âgé que les autres. Donc je résume, parce que ça fait beaucoup de monde. Il y a Nia, Esther, sa sœur, Jessie, son autre sœur, leur mère Lisa, qui est en couple avec Wiremu, le frère de Wiremu, donc Michael Curtis, sa copine Oriwa, leur fille Talia et Michael Pearson. Dans ce foyer un peu atypique, il n'y a que Lisa qui travaille. Nous sommes dans un quartier très pauvre où beaucoup d'adolescents déscolarisés ou en rupture viennent boire de l'alcool, fumer de la marijuana. Peut-être qu'ils consomment d'autres drogues aussi, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc c'est surtout de l'alcool et de la weed. Les journées s'écoulent lentement entre apéros qui commencent très tôt et qui finissent très tard. Petit moment détente fumette et les enfants sont livrés à eux-mêmes la plupart du temps. Nia est née le 25 avril 2004 à Rotorua. Mais 6 mois après sa naissance, le père de Nia trompe Lisa avec sa propre nièce, donc celle du père de Nia. Après avoir appris ça, Lisa se sépare du père de sa fille. Et aux yeux de sa famille, le père est déshonoré et décide de fuir la Nouvelle-Zélande pour emménager en Australie. Il abandonne donc femme et enfants. Nia, c'est une petite fille toute menue qui a toujours eu l'habitude de rester pieds nus, même en hiver. Elle adore jouer avec les bulles de savon dans le jardin. Elle n'est pas très bavarde, mais elle sourit en permanence. C'est une enfant très douce qui ne réclame jamais rien. Tout ce qu'elle aime, elle, c'est le contact avec la terre, avec l'herbe et surtout la musique. Dès qu'elle entend un son, elle se met à taper dans ses mains et à danser. Un voisin raconte avoir vu un jour Nia danser toute seule dans le jardin, comme si elle répétait un spectacle. Elle tournait sur elle-même, les bras écartés, avec un vieux t-shirt trop grand pour elle. Et elle riait. Ce sont des petits éclats de vie qui montrent à quel point la petite fille est une enfant lumineuse. Sa mère Lisa est l'une des 19 enfants que ses parents ont eus. Oui, 19, vous avez bien entendu. Alors, petite précision quand même, les sources ne disent pas si les 19 enfants sont issus d'un unique mariage ou si c'est une famille recomposée. Mais cette information est mentionnée surtout pour montrer le contexte de précarité sociale et probablement affective dans lequel elle a grandi. Lisa est mère de 6 enfants qu'elle a eus avec 3 papas différents, dont l'un d'entre eux lui a été retiré par les services sociaux pour des blessures à la tête jugées non accidentelles. Les 2 autres enfants ont été confiés à leurs pères respectifs, et donc 3 vivent avec elle, et on l'a vu, parmi eux il y a Nia. Elle rencontre Wiremu Curtis à l'occasion d'une fête, et très vite le couple emménage avec les 3 enfants de Lisa, dans un appartement d'une chambre dans le centre de Rotorua. Mais en emménageant avec Wiremu, elle emménage aussi avec toute la famille. Donc Wiremu, son frère Michael Curtis, Donna Curtis, sa sœur, Oriwa, la compagne de Michael Curtis, leur bébé, William, le père de Michael et Wiremu, et le grand-père, donc le père de William. L'appartement n'a qu'une seule chambre, mais 10 personnes y vivent, dont 4 enfants.
Et le père de William, donc le grand-père de Michael et Wiremu, se réserve l'unique chambre et pour lui tout seul, pendant que tous les autres dorment dans le salon. Alors rapidement, l'appartement est quand même vraiment trop petit, donc tout le monde déménage, sauf le grand-père, lui, s'en tamponne le coquillard. Il se retrouve tout seul dans son appart, tranquille. Ils ont trouvé un logement en mars 2007 au 13D Frank Street, une maison de 3 chambres dans la banlieue de Rotorua et donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Lisa est décrite comme étant une femme plutôt effacée, peu impliquée dans sa vie familiale et souvent absente. Elle travaille comme superviseur dans une usine de kiwi fruits de Te Puke. Alors, on dit kiwi fruits, vous l'avez compris, c'est le kiwi qu'on connaît. En Nouvelle-Zélande, on précise le fruit parce qu'il y a aussi l'emblème national, le kiwi, l'oiseau. On peut vite se perdre dans une usine de kiwi. C'est pas pour faire des nuggets. Ses horaires sont le plus souvent de 5h à 22h et ce, 6 jours sur 7. Un boulot payé $600 néo-zélandais par semaine, ce qui représente à peu près 1380 € par mois. Pendant qu'elle s'absente, les enfants restent seuls à la maison sous la surveillance de son petit ami Wiremu, qui je le rappelle, a 17 ans. Wiremu et son frère Michael ont grandi dans un foyer violent avec leur père William Curtis, qui est membre du gang Black Power depuis qu'il a 14 ans. C'est le gang le plus connu et le plus ancien de Nouvelle-Zélande. Il a été créé dans les années 1970 à Wellington en réponse aux discriminations raciales et à la pauvreté par de jeunes Maoris et Polynésiens. Leur nom est directement inspiré du mouvement afro-américain Black Power aux États-Unis, même si le contexte est quand même différent. À la base, le gang se voulait un collectif de solidarité entre Maoris dans un contexte de racisme systémique, de brutalité policière, de pauvreté et d'exclusion. Mais très vite, cette idéologie est noyée dans une culture de violence, de territorialité et surtout de trafic. Le Black Power est aujourd'hui connu pour des activités classiques de gang, ça me fait mal de le dire comme ça, mais c'est vrai, donc des trafics de drogue en particulier, la méthamphétamine, le racket, les violences organisées et même dans certains cas, le proxénétisme. Il est souvent en guerre avec un autre gang majeur de Nouvelle-Zélande, le Mongrel Mob, ce qui engendre régulièrement de gros clashs territoriaux dans les quartiers ou les prisons et des représailles le plus souvent armées. Quand Wiremu avait 5 ans, ses parents se sont séparés et Michael est parti vivre avec son père où il a rejoint le gang lui aussi. Quand Wiremu s'installe avec Lisa, Michael rejoint aussi son frère. Michael a une vingtaine d'années au moment des faits, mais il a l'âge mental d'un enfant de 12 ans. Au quotidien, l'ambiance est tout sauf familiale. Lisa boit, elle se défonce et traîne sur le canapé quand elle n'est pas au boulot. La maison est dans un état lamentable, elle est toujours en désordre, il y a régulièrement des bagarres entre les ados sur la pelouse dehors, enfin bref, c'est un peu le Bronx. Nia et ses sœurs ne vont pas à l'école et pourtant ça n'alerte pas du tout les autorités. Et dans cet environnement chaotique, l'éducation et l'autorité ressemblent davantage à une loi du plus fort qu'à un cadre structurant. Le premier à instaurer cette dynamique de violence, c'est William Curtis, le père de Michael et Wiremu. Techniquement, il n'a aucun lien de sang avec Nia, mais il tient tout de même le rôle de grand-père dans la maison. Dès l'âge de 2 ans, Nia subit des coups. William la gifle régulièrement, et parfois si violemment qu'il lui fait saigner le visage. Et c'est pas un accès de colère isolé, c'est une routine. C'est une façon de rappeler à tous qui domine. Quand Lisa n'est pas là, ce sont les ados qui s'occupent de Nia, et leur façon de procéder est à la fois cruelle, absurde et profondément inhumaine. Les 2 frères, donc Michael Curtis et Wiremu, n'aiment pas Nia. Ils la trouvent laide, ils trouvent qu'elle n'est pas désirable, qu'elle ne sert à rien, et donc ils se servent d'elle pour leur propre divertissement. On parle quand même de 2 presque adultes qui parlent d'une enfant de 3 ans. À partir de juillet 2007, Nia est tour à tour frappée à coups de poing et de pied. Les frères Curtis, obsédés par les jeux vidéo type Tekken ou Mortal Kombat, transforment leur fascination pour ce monde irréel en sadisme. Ils reproduisent sur Nia, 3 ans à peine, les gestes violents qu'ils voient à l'écran. Puis, au fil des jours, la petite est souvent projetée en l'air jusqu'à heurter le plafond. Quand elle ne mange pas assez vite, on la frappe ou on la prive de nourriture. Quand elle mouille son lit, on l'enferme dans une pièce froide complètement nue. Si elle a le malheur de jeter un regard qui ne leur convient pas, on lui rase les cheveux ou on la fait courir dehors. Un jour, ils vont jusqu'à l'enfermer dans un sèche-linge dont l'ouverture n'est que de 28 cm et la font tourner à l'intérieur pendant une demi-heure. La petite a hurlé de détresse. C'est juste atroce. Rien que d'y penser, j'ai le cœur qui se soulève. Ensuite, ils l'ont sortie pour la faire tourner sur la corde à linge en l'attachant par ses vêtements. Elle serait tombée 3 fois sur la tête et à chaque fois on la raccroche et on la fait tourner de nouveau. La petite est forcée de courir en rond pendant des heures jusqu'à ce qu'elle s'écroule de fatigue.
À moitié nue, elle est régulièrement traînée dans le bac à sable, piétinée, puis balancée contre les murs ou sur des tas d'ordures comme un objet qu'on maltraite pour passer le temps. Les autres enfants présents dans la maison voient ce qui se passe. Ils assistent aux violences, mais au lieu de s'interposer ou d'alerter un adulte, on les pousse à se taire. Pire encore, les adolescents leur demandent parfois de rigoler, comme si ce qu'ils faisaient à Nia était un jeu. Quant à Lisa, la mère de Nia, elle n'est presque jamais là. Elle travaille tôt le matin, elle rentre tard et elle laisse sa fille entre les mains de ces jeunes sans jamais vraiment se soucier de ce qui pourrait vraiment se passer. Et même quand elle rentre, même quand elle voit les marques, qu'elle voit la souffrance de sa fille, elle choisit de faire comme si ça n'existait pas. Michael Pearson participe aussi à ces abus, mais moins fréquemment. Quant à Oriwa Kemp, elle est plutôt passive, elle reste là, assise, à boire de l'alcool. Parfois, elle jette des chaussures sur les enfants, pendant qu'elle fume des joints et qu'elle regarde toutes ces violences se produire juste sous ses yeux, sans jamais rien faire. William Curtis, le père de Michael et de Weremu, participe lui aussi. Au-delà des gifles qu'il met à Nia depuis qu'elle est petite, il passe régulièrement voir ses fils et ne se prive pas de participer aux sévices. Un jour, il aurait même enroulé une écharpe autour du cou de Nia et l'aurait soulevée jusqu'à ce que son visage vire au bleu. Un geste extrêmement violent qui aurait profondément marqué sa fille Ohana, donc la sœur de Michael et Weremu qui était présente ce jour-là. La jeune fille de 17 ans aurait même tenté d'intervenir pour protéger Nia, allant jusqu'à menacer son propre père de le poignarder s'il recommençait. En retour, son père n'hésite pas à la menacer de lui faire la même chose si elle recommence à s'interposer. Et chaque jour, Nia vit l'enfer. On la plonge dans des bains glacés. On la tient au-dessus d'un feu allumé dans le jardin en lui donnant l'impression qu'on va la brûler vive. On la traîne aussi dans les déchets. On la jette littéralement dans des tas d'ordures comme un objet sans valeur. On la plie physiquement sous les coussins d'un canapé et les adolescents s'assoient ensuite sur elle en l'écrasant. Elle a 3 ans. Malheureusement, le 20 juillet 2007, la veille du 21e anniversaire de Michael Curtis, un épisode de violence marque un tournant dans le calvaire de la petite Nia. Ce jour-là, Lisa rentre du travail, puis ressort faire quelques courses avec sa fille Jessie. Nia la supplie de venir avec elle. Mais Lisa insiste pour qu'elle reste avec sa sœur Esther, âgée alors de 8 ans. Une décision qui va sceller le sort de l'enfant. Dès que Lisa franchit la porte, Michael Curtis, Weremu et Michael Pearson déshabillent Nia. Il lui enlève son jean, ses sous-vêtements, puis il la frappe à coups de pied à la tête. Elle pleure tellement fort qu'ils ont monté le son de la radio pour couvrir ses cris. Aucun voisin ne peut entendre. Après les coups, Nia perd connaissance. Son corps se met à convulser, ses bras tremblent. Mais au lieu de s'inquiéter, les deux frères se moquent, ils rient et ils disent « Ah, on dirait un petit canard !» Weremu porte ensuite la petite jusqu'à son lit et tous les trois retournent préparer la fête d'anniversaire de Michael. Comme si de rien n'était. Quand Lisa revient, elle trouve Mia endormie. Weremu et Michael lui disent que tout va bien, qu'elle est juste fatiguée, sauf que cette énième agression a des conséquences énormes sur la petite. C'est invisible à l'œil nu, on le voit pas, mais les coups portés à sa tête ont provoqué une hémorragie cérébrale sévère qui a entraîné un œdème cérébral massif. Son cerveau commence à gonfler, comprimé dans sa boîte crânienne, jusqu'à ne plus fonctionner normalement. Et pendant ce temps-là, personne n'appelle les secours. Personne ne monte vérifier si elle va bien. On la laisse dans son lit, inconsciente, comme si de rien n'était. Le lendemain matin, samedi, tout le monde s'affaire à préparer la fête. Sauf Nia. Elle reste allongée toute la journée, sans bouger. Lisa ne va même pas la voir. Elle se fie à ce que disent les deux frères. Elle dort, elle est fatiguée. Lisa ne prend même pas la peine d'aller vérifier si sa fille est réveillée. Parce que c'est l'anniversaire de Michael. C'est évidemment beaucoup plus important. Mais en réalité, Nia est déjà entre la vie et la mort. Dans l'après-midi, la sœur de Lisa, Louise, passe chercher les enfants. Ils doivent passer la nuit chez elle pour que la fête ait lieu tranquillement à la maison. Alors j'étais assez étonnée quand même qu'ils prennent cette initiative. Lisa ne semble pas du tout alarmée, elle dit simplement à sa sœur « Nia a la grippe, promets-moi juste de ne pas l'emmener à l'hôpital ». Ce que je trouve quand même assez bizarre, de supplier quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital, à moins de savoir exactement ce qu'on essaie de cacher. Louise, elle sait rien. Elle pense sincèrement que la petite est malade. Elle la couche donc chez elle dans une chambre, mais elle remarque quand même quelque chose d'étrange. Les mains de Nia sont serrées, ses membres sont raides. Pendant ce temps, tout le monde fait la fête pour l'anniversaire de Michael, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Michael et Lisa vont même en boîte de nuit le soir même. Sauf qu'à 4 heures du matin, c'est Esther, la sœur de 8 ans, qui réveille sa tante. Et elle lui dit « Nia a de la mousse sur la bouche ». Là, plus de doute possible, il y a un problème. Louise embarque tous les enfants dans la voiture, elle appelle Lisa et lui hurle de se lever pour lui dire de se rendre aussitôt à l'hôpital. Mais en arrivant pour récupérer Lisa,
Michael Curtis sort de la maison et insiste, elle va bien, elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais Louise ne veut rien entendre, elle tient bon et elle insiste, elle veut que Lisa vienne et si elle ne vient pas, elle emmènera quand même Nia à l'hôpital. Nous sommes le 22 juillet. Quand Lisa arrive enfin à l'hôpital avec Nia inconsciente dans les bras, elle raconte d'abord qu'elle a la grippe. Et puis à l'équipe médicale, elle dit qu'elle est tombée des épaules de son petit ami, donc Wiremu. Mais les médecins sont pas dupes et comprennent vite que les blessures sont incompatibles avec soit une grippe, soit une chute. Nia est transférée à l'hôpital pour enfants Starship à Auckland, qui est d'ailleurs au moment où j'enregistre cette vidéo, juste à côté de moi, où elle passe malheureusement 13 jours dans le coma sans jamais reprendre conscience. Et pendant ce temps, Lisa est vue en boîte de nuit alors que sa fille agonise à l'hôpital. Elle décédera le 3 août 2007 à l'âge de 3 ans. Évidemment, les médecins contactent la police qui ouvre immédiatement une enquête. Quand les enquêteurs perquisitionnent la maison, la fête d'anniversaire a laissé bien des traces. Boîtes de pizza, canettes, bouteilles. Mais aussi sur les murs, il y a des éclaboussures de sang, dont certaines ont visiblement tenté d'être nettoyées, sans succès. Et enfin, tous ceux qui ont vu, entendu, peuvent enfin parler, notamment Oana Curtis, la fille de William Curtis. Elle raconte qu'elle a assisté au mauvais traitement de Nia, qu'elle l'a vue inconsciente pendant la fête d'anniversaire de Michael et qu'elle a été menacée par Michael lui-même si elle parlait. D'ailleurs, son propre père l'a même prise pour cible. Il lui a laissé un message vocal qui ne laisse absolument pas de place au doute. « T'es qu'une moucharde, petite conne. Je vais te retrouver et te trancher la gorge. » Et avec ça, il envoie un SMS pour lui dire « Je vais te mettre une bonne raclée ». Clairement, on sent qu'il essaie de faire taire sa fille, qui a osé témoigner contre ses frères et dénoncer les violences en l'intimidant, tout ça dans le seul but de protéger ses fils. Le procès concernant la mort de Nia Glassy s'est ouvert le 20 octobre 2008 devant le tribunal supérieur de Rotorua. Il a duré environ 4 semaines jusqu'à sa conclusion en novembre 2008. 5 personnes sont sur le banc des accusés, Michael et Wiremu Curtis pour le meurtre de Nia, Lisa pour homicide involontaire, Oriwa Kemp et Michael Pearson. Dès l'ouverture du procès, Oriwa Kemp et Wiremu Curtis surprennent tout le monde en reconnaissant leur responsabilité dans certains actes de violence sur Nia et ses sœurs. Ils admettent notamment lui avoir lancé des chaussures ou encore l'avoir plaqué au sol en lui faisant des mouvements inspirés de lutte comme s'il jouait au catch avec une poupée. En faisant ça, ils veulent évidemment minimiser la condamnation. Pour eux, tout ça n'était que des gestes de jeu, mais qui, sur une fillette de 3 ans, relèvent clairement de la violence. Concernant la cause de la mort, le sèche-linge n'a pas été considéré comme l'élément fatal. Pourtant, c'est bien cette scène qui hantera à jamais les esprits. Oana, la fille de William et donc la sœur de Michael et Wiremu Curtis, était dans la maison ce jour-là et elle a vu toute la scène. Michael Curtis a enfermé Nia dans le sèche-linge. C'est une machine Simpson avec une petite porte ronde de 28 cm de diamètre. Lorsqu'une femme employée de la protection de l'enfance demande à Oana qui a fait ça, elle répond Michael Curtis. Mais elle ajoute que c'était Michael Pearson qui en avait eu l'idée. Elle a même supplié Michael Pearson de ne pas le faire, en lui disant c'est qu'une petite fille, et il lui a simplement répondu tais-toi. Nia aurait donc été soumise à un cycle chaud de 20 à 30 minutes dans le sèche-linge, ce qui aurait d'ailleurs pu être suffisant pour provoquer une asphyxie ou des lésions internes, mais la cause officielle retenue de son décès reste liée à son traumatisme crânien consécutif au coup qu'elle a reçu à la tête le 20 juillet 2007. Cette blessure a provoqué un œdème cérébral et un caillot de sang dans le cerveau. Le 20 novembre 2008, le verdict tombe. Michael et Wiremu Curtis sont reconnus coupables de meurtre et de violence. Ils sont tous les deux condamnés à la prison à perpétuité avec 17 ans et demi incompressibles, donc sans possibilité de libération conditionnelle avant ce délai. Pour la justice, Michael était le cerveau dominant dans la maison. Plus âgé, il avait 22 ans, il était en quelque sorte le référent masculin du foyer. La police et les proches évoquent une mentalité de meute dans le foyer. Personne ne s'opposait aux violences infligées à Nia. Pire encore, plusieurs membres participaient ou laissaient faire dans une sorte de dynamique de groupe où la souffrance de l'enfant est banalisée. On parle donc d'un système hiérarchisé de peur où les adultes et même adolescents reproduisent cette violence comme si elle était normale. C'est ce que la police a qualifié de meute, un fonctionnement animal, instinctif, presque sans empathie. Depuis son incarcération, Michael Curtis a été impliqué dans 43 incidents disciplinaires en prison. On parle de possession de drogue, d'altercation avec d'autres détenus ou même des agents et refus de suivre les règles de détention. En janvier 2025, il pouvait demander sa libération conditionnelle. En Nouvelle-Zélande, la libération conditionnelle est automatiquement examinée à une date fixe définie dans le jugement. Donc l'audience a lieu quoi qu'il arrive. Et en janvier 2025,
Il est entendu, mais ne demande pas sa libération conditionnelle. Il admet toutefois pour la première fois qu'il a frappé Nia à la tête parce que selon lui, il avait peur. Peur de quoi? On ne sait pas. Avec ses aveux et ses 43 incidents disciplinaires, le comité acte qu'il ne peut pas sortir et fixe une nouvelle audience à juillet 2026. Il sera de nouveau entendu à ce moment-là. Lisa, la mère, est reconnue coupable d'homicide involontaire à 2 titres. Elle n'a pas protégé sa fille et elle n'a pas appelé les secours, même en voyant Nia dans un état critique pendant 36 heures. Ce que révèle l'enquête, c'est qu'elle n'était pas juste une mère dépassée. Lisa a menti aux enquêteurs en disant que sa fille était tombée de l'épaule de son compagnon, et ça dans le seul but de protéger les frères Curtis. Elle a été témoin de nombreuses agressions et, selon plusieurs sources, elle aurait même participé à certaines d'entre elles. Elle était aussi la seule sur le bail de la maison située au 13 Frank Street, l'endroit même où le calvaire de Nia s'est déroulé jour après jour. Donc d'une certaine manière, elle était un petit peu responsable quand même de tout ce petit monde. Elle est condamnée à 9 ans de prison, mais après 7 ans, elle est libérée sous condition. Peu de temps après, elle est pourtant renvoyée en détention parce qu'elle vivait à une adresse non autorisée par les services de libération conditionnelle. Elle sera finalement libérée sur parole une seconde fois, en mars 2017, quelques mois avant sa date de libération prévue, en octobre de la même année. Michael Pearson n'est pas reconnu coupable de la mort de Nia, mais il est tout de même condamné à 3 ans de prison pour acte de maltraitance. Ori Wacamp, elle aussi, échappe à l'accusation d'homicide, mais elle est reconnue coupable de violence sur mineurs et devra purger 3 ans et 4 mois de prison. À l'époque, Oriwa avait déjà sa fille Italia. Depuis sa condamnation, elle fait des allers-retours entre les tribunaux et la prison pour des affaires de vol, de troubles à l'ordre public et de non-respect des conditions de libération, notamment des violations de ses obligations de supervision. Entre 2012 et 2016, elle a eu 4 autres enfants, avec un homme de 60 ans, Lindsay Wilson. Tous ont été confiés à Orange Tamariki, une agence des services sociaux. En avril 2016, alors qu'elle était enceinte de 4 mois, Oriwa a été jugée au Manukau District Court pour avoir frappé Lindsay à l'extérieur d'une piscine à Papatoetoe, alors qu'elle était déjà au cœur d'une enquête pour violation d'un ordre de protection. Le tribunal l'a condamnée à 12 mois de supervision avec obligation de suivre un cours parental et un cours sur la gestion de la colère. Aujourd'hui, Oriwa attend une nouvelle condamnation pour avoir volé une bouteille de soda et une boîte de chips dans le centre d'Auckland. Un geste qui, chez n'importe qui d'autre, aurait été insignifiant, mais dans son cas, elle, en fait, elle a volé, mais elle a aussi agressé, et surtout, tout ça s'ajoute à une longue liste de récidives et de non-respect de ses obligations judiciaires depuis des années. Elle était déjà sous surveillance intensive à ce moment-là. Donc son jugement est prévu pour ce mois d'août 2025. Et il pourrait une fois encore la ramener derrière les barreaux. À l'annonce des verdicts, la juge Judith Potter ne peut retenir ses larmes. Elle a littéralement fondu en larmes en prononçant les verdicts. Les 2 frères Curtis manquent de s'évanouir. Ils sont soutenus par des gardiens pour pas tomber. C'est suffisamment représentatif de l'impact émotionnel de ce dossier. Après le verdict, le procureur Fletcher Pilditch avoue ne toujours pas comprendre le pourquoi une telle violence a pu se produire. En décembre 2008 s'ouvre cette fois le procès de William Curtis. Il comparaît avec 8 chefs d'accusation pour violence, mais pas de meurtre. Évidemment, le témoignage le plus important reste celui de sa fille, Oana Curtis. Pourtant, l'avocat de William Curtis remet en cause la crédibilité de la jeune fille. Selon lui, elle aurait été exclue de son lycée pour usage de marijuana. Ce serait donc une jeune fille instable qui chercherait simplement à se venger en exagérant, voire en inventant des faits. La stratégie est juste terrible, je trouve, parce qu'on cherche à dénoncer sa propre famille pour sauver des fils qui ont déjà été condamnés à la prison à perpétuité, tout en balayant en fait le courage d'une jeune témoin. C'est-à-dire que on encourage les gens à parler, mais quand ils le font, on les croit pas ou on trouve plein de choses à redire sur leur témoignage. Heureusement, malgré les arguments de la défense, le jury ne trouve aucun élément atténuant. Les agressions sur Nia sont déroulées pendant plusieurs semaines et ont causé clairement des blessures graves. Le 31 janvier 2009, donc, son verdict n'est pas encore rendu. Dans un article publié par Stuff, intitulé « Le père des meurtriers de Nia, fier de mes garçons », William Curtis déclare ouvertement, en parlant de ses fils, « J'ai pas honte d'être leur père. Je les défendrai jusqu'à ma mort. C'est ça la culture maori. » Il déclare que son fils Michael Curtis n'est pas violent, qu'il a peut-être fait quelques petites choses à Nia, mais que c'était pas pour lui faire du mal, et il prétend même que Michael aimait vraiment Nia, qu'elle était comme sa propre enfant. Donc on a ici un homme qui incarne à lui seul l'impunité familiale, le refus
de reconnaître l'évidence et la faculté d'écraser les témoins au nom d'une pseudo-culture. Rien à voir avec les valeurs réelles du Fanaou ou du Mana. Parce que le Fanaou, c'est bien plus qu'une famille au sens occidental. C'est une communauté interconnectée de personnes qui sont liées par le sang ou par l'adoption, le mariage. Simplement, on s'aime beaucoup et on décide de partager ensemble nos vies. C'est le cercle dans lequel on grandit, où on se soutient, on se transmet des savoirs, des valeurs, des traditions. Et dans le Fanaou traditionnel, chacun a un rôle protecteur. On élève les enfants ensemble, on veille sur les aînés, on respecte les liens, même non biologiques. Le Mana, lui, c'est la dignité spirituelle, la force intérieure et surtout le prestige moral. C'est ce qui, dans les communautés du triangle polynésien, élève une personne ou un groupe par la droiture, le respect et l'honneur. On peut naître avec un fort Mana, le perdre si on agit de manière honteuse ou au contraire le gagner par des actes de sagesse, de courage ou de justice. Avoir du Mana, c'est inspirer le respect non pas par la peur mais par la justesse de ses actes. Donc invoquer le Fanaou ou le Mana dans le cas de l'affaire de Nia, c'est pas du tout adapté. Rien de ce que cette maison représente ne relève du Fanaou ou du Mana. Il n'y avait ni protection, ni transmission, ni responsabilité partagée, si ce n'est la violence faite à la petite. Ce qui aurait dû être un cocon est devenu une meute où les plus faibles étaient écrasés et où finalement le silence comptait plus que la vérité. Il n'y a aucun honneur dans ces gestes. Il y a juste de la peur, de la lâcheté et de la violence. Point. Dans cette interview, il déclare aussi être confiant dans son propre procès, en espérant être libre avant Noël parce que c'est pas amusant d'être en prison pendant les fêtes. Donc le confort de ces fêtes est plus important que la mort de la petite. Mais il va quand même dire « C'est triste que Nia soit décédée. Du fond de mon cœur, ça me fera mal pour toujours qu'elle soit partie. Elle n'aurait jamais dû mourir. Elle devrait être ici. On aimerait tous pouvoir remonter le temps. » Pourtant, il refuse toujours d'admettre une quelconque responsabilité, que ce soit la sienne ou celle de ses fils. Il n'assume rien, ne défend que ses enfants violents et prétend aimer Nia tout en ayant activement menacé sa propre fille adolescente pour qu'elle se taise. C'est juste horrible. Le 4 février 2009, la juge Judith Potter rend son verdict. William Curtis est reconnu coupable des 8 chefs d'accusation concernant l'agression de Nia et condamné à 4 ans de prison. Il est donc libre aujourd'hui. Esther et Jessie, les 2 grandes sœurs de Nia, étaient présentes dans la maison durant toute la période des violences. Elles ont vu, entendu, parfois même elles ont été contraintes d'assister à ce que subissait leur petite sœur. Et pourtant, elles n'ont pas été violentées de la même manière. Aucune trace de brûlure ou de violence physique grave n'ont été relevées sur elles. En revanche, elles ont vécu dans une atmosphère de terreur permanente. Elles étaient régulièrement privées d'école, livrées à elles-mêmes, et elles étaient les témoins directs de scènes d'une extrême brutalité dont finalement elles garderont probablement des séquelles psychologiques toute leur vie. Après le drame, les 2 fillettes ont été confiées à des services de protection de l'enfance. Peu d'informations ont filtré sur leur avenir et en fait c'est pas plus mal parce que ça les protège. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'elles ont été suivies psychologiquement loin de Rotorua. On saura sans doute jamais comment on survit à une telle enfance, mais on peut, je pense, tous espérer qu'un jour elles aient pu retrouver un peu de paix. Pendant le procès, la question de leur non-maltraitance a été évoquée pour comprendre pourquoi Nia spécifiquement. Selon certains experts entendus à l'audience, c'est précisément parce qu'elle était perçue comme la plus vulnérable, la plus fragile, que la violence s'est cristallisée sur elle. Elle est finalement devenue le bouc émissaire et le défouloir de la cellule familiale. Et à la question pourquoi Lisa avait toujours la garde de ses 3 enfants, étant donné qu'elle en avait déjà un qui lui avait été retiré par les services de protection de l'enfance, la réponse a été claire, il n'y a pas de surveillance automatique pour les enfants suivants d'une mère déjà concernée par des retraits antérieurs. Chaque enfant est évalué individuellement selon les signalements et non en fonction d'un fichier familial prédéfini. Ce mécanisme est conçu pour préserver un équilibre entre intervention ciblée et respect des droits parentaux. Autrement dit, il n'existe aucun système permettant à l'État de surveiller les parents à risque qui ont plusieurs enfants, sauf s'il y a une plainte. Malheureusement, comme dans l'affaire Nia, les voisins susceptibles d'être préoccupés par des maltraitances, les gens qui ont vu ce qui s'est passé, hésitent parfois à signaler la famille à la protection de l'enfance par crainte des représailles. Et c'est peut-être justement ce système qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chiffres aussi importants en ce qui concerne la maltraitance infantile en Nouvelle-Zélande. Cette affaire est l'une des pires connues en Nouvelle-Zélande, pas seulement par la nature des sévices, mais
parce qu'ils ont été répétés pendant des semaines par des adultes et des adolescents. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qui sont intervenues et toutes ces personnes connaissaient la petite. Toutes ces personnes l'aimaient soi-disant ou en tout cas étaient censées la protéger. Et on l'a vu en début de vidéo, le cas de Nia n'est pas un cas isolé. Il y a aussi eu Delcelia Whitika, morte sous les coups de ses parents adoptifs, les jumeaux Kawi, Carla Gardner et 90 autres enfants tués depuis la mort de Nia. C'est un chiffre énorme, je trouve. Nia avait toute la vie devant elle. Elle était pleine de vie et elle aurait pu grandir, aller à l'école, se faire des amis, se déguiser, tomber amoureuse, devenir qui elle voulait en fait. Mais on lui a volé tout ça. Ce qu'elle aurait pu être, personne ne le saura jamais. Mais pourtant aujourd'hui, elle représente le visage de l'enfant qu'on n'a pas su protéger. Nia a été enterrée au cimetière de Kaoe, Ngongotara, une petite localité à la périphérie de Rotorua, là où elle avait grandi. Avec ce genre d'histoire, j'espère non seulement faire vivre la mémoire de ces petites perles qui avaient toute la vie devant elles, mais aussi rappeler que s'indigner ne suffit pas. Parlez, battez-vous s'il le faut, crier s'il le faut, déranger même, mais surtout ne restez pas silencieux. Trop de vies partout dans le monde disparaissent parce que personne n'a osé parler. Depuis sa mort, Nia est devenue un symbole en Nouvelle-Zélande. Son histoire est citée dans les écoles, dans les débats parlementaires et dans les réformes sociales, parce que ce qui s'est joué dans cette maison, c'était pas seulement de la violence, c'était une déshumanisation organisée. Une petite fille de 3 ans était littéralement utilisée comme défouloir. On a quand même répété des gestes de jeux vidéo sur elle, on a quand même utilisé le rire et la musique pour masquer les cris, pour masquer l'horreur. Et dans cette affaire, plus que tant d'autres, on comprend à quel point la violence peut devenir ordinaire, à quel point la maltraitance peut se banaliser jusqu'à ne plus choquer personne. Ni ceux qui vivent dans la violence, ni ceux qui vivent à côté, les voisins, les enfants qui passent, etc. Parce que quand la souffrance d'un enfant ne devient plus rien, alors je pense que c'est toute notre humanité qui vacille. Imaginez seulement un instant si toute cette histoire n'avait jamais éclaté, si Nia n'était jamais morte. Tous ces enfants élevés dans ce chaos, dans cette sorte d'éducation violente, qu'est-ce qu'ils auraient appris de tout ça? Qu'est-ce qu'ils auraient transmis, eux, à leurs enfants? Ils auraient grandi avec ces gestes-là comme seul repère. Et un jour, peut-être, ils les auraient reproduits à leur tour. Parce que c'est ça aussi la brutalité. Elle s'apprend. Et elle se répète, jusqu'à ce que quelqu'un enfin dise stop, ou qu'il y ait un drame. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'aurais aimé dire tellement de choses encore, mais je pense que la vidéo est suffisamment éprouvante. On n'a pas besoin de remuer trop de choses non plus dans cette affaire. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire glaçante sur Dark Stories.